Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors, on commence tout de suite avec un chiffre. 19,58%, c'est la proportion d'électeurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Au-delà de cet excellent résultat, porteur d'une véritable dynamique progressiste, on assiste à une décomposition des partis traditionnels qui, comme vous le dites dans votre éditorial de l'Humanité dimanche, rehausse considérablement l'enjeu des élections législatives des 11 et 18 juin prochain. Alors, quelle recomposition du paysage politique vous semble souhaitable à l'issue de ce premier tour ? Ce qui est souhaitable, c'est que l'extrême droite n'arrive pas aux responsabilités. Or, ce risque existe. Nous ne sommes plus dans la même situation qu'en 2002. Et ce qui est souhaitable également, c'est que dès lors que nous aurons battu l'extrême droite, et il n'y a pas d'autre solution pour cela que d'utiliser le bulletin de vote de M. Macron, sans être d'accord avec lui, parce que nous ne votons pas pour lui pour approuver son programme, nous utilisons son bulletin pour rejeter le pire, pour rejeter le parti de la xénophobie, du racisme, de la haine, de ce nationalisme autoritaire. Une autre étape sera ouverte, celle de construire une nouvelle majorité parlementaire à l'Assemblée nationale à l'occasion des élections législatives. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de recomposition. La question qui est posée aujourd'hui aux humanistes, aux démocrates, c'est de rejeter l'extrême droite, c'est-à-dire de rejeter le pire qui est en train de poindre son nez et de créer les conditions de battre la politique de M. Macron grâce à une autre majorité à l'Assemblée nationale, au Parlement plus généralement, mais à l'Assemblée nationale surtout. Et la base de l'électorat des votes pour Jean-Luc Mélenchon est de bon augure pour pouvoir construire cette nouvelle majorité demain grâce à une unité entre les forces des insoumis, des communistes, des personnalités écologistes qui se retrouvent dans la transformation sociale et environnementale, des personnalités socialistes qui se trouvent aussi dans ce courant et peut-être d'autres, peut-être des personnalités qui veulent s'y adjoindre et qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon. À ce propos, est-ce que le score qui va advenir au deuxième tour entre les deux candidats, s'il est très favorable pour M. Macron, est-ce que ça ne met pas plutôt la gauche en position de force pour être la vraie opposition, alors que si le score est assez proche entre les deux candidats, l'opposition serait en fait l'extrême droite, ce qui serait un petit peu compliqué ? Oui, il y a une question comme ça. On peut raisonner de cette manière-là, bien évidemment. Mais M. Macron a eu tort de dire qu'il réclamait un vote pour son programme et non pas un vote contre Mme Le Pen. Il ne peut même pas, au premier tour, se revendiquer d'une adhésion à ce programme, même avec les 23% qu'il a fait, parce qu'une partie de gens qui sont des démocrates, qui refusent absolument le Front National, se sont portés sur lui précisément dès le premier tour pour cela, comme d'autres se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon pour peser du côté gauche. Donc il ne peut pas, lui, se réclamer de cela. Et au second tour, encore moins, parce que, quoi qu'il dise, il n'aura fait qu'un peu plus de 20% des voix au premier tour, et donc ce n'est pas une validation de son programme. Et donc dès lors qu'une majorité de gauche, et nous souhaitons une majorité de la gauche de la transformation sociale, non pas de la gauche qui nous a emmenés dans le mur que nous connaissons aujourd'hui. L'expérience, elle est terrible pour eux. Et malheureusement, c'est M. Hamon qui a payé les pots cassés de la politique de M. Valls et de M. Hollande. Mais les choses sont ainsi. Donc la question, c'est de construire une majorité de transformation sociale, écologique et démocratique, c'est-à-dire pouvoir subvertir la Ve République pour passer à une nouvelle République qui devrait être une République sociale, une République démocratique, une République de respect des citoyennes et des citoyennes, une République de l'égalité réelle, de la fraternité et non pas celle de la concurrence et de la haine. Ça, c'est une porte qui nous reste encore ouverte pour bousculer un peu le scénario qui s'est profilé ces derniers jours.
Alors justement, le 1er mai doit-il, selon vous, avoir cette année une signification particulière? Malheureusement, les organisations syndicales n'ont pas pu se mettre d'accord pour un 1er mai unitaire, mais la signification, c'est évidemment une signification de rejet de la haine, de rejet de la xénophobie, de rejet de la division, du rejet du nationalisme populiste autoritaire, et en même temps, un 1er mai qui va dire que nous n'acceptons pas, nous ne supportons pas le projet de régression économique, sociale, voire démocratique que nous propose le candidat qui est opposé à l'extrême droite. C'est le candidat de la finance et son projet est un projet pour la finance. Et donc on va dire les deux choses en même temps, c'est-à-dire pas d'extrême droite et vous n'aurez pas de chèque en blanc, vous n'aurez pas les mains libres pour mettre en œuvre un programme qui est la copie conforme des recommandations de la Commission européenne et de Madame Merkel, de la droite allemande, qui est celui de l'ordolibéralisme. C'est quoi l'ordolibéralisme? L'ordolibéralisme, c'est de mettre l'État à la disposition des marchés financiers et des entreprises, non pas pour réguler, non pas pour encadrer, mais pour organiser la concurrence entre les hommes et les femmes, entre les entreprises, entre les collectivités territoriales, entre les territoires. Eh bien, nous allons dire ces deux choses-là en même temps dans le défilé du 1er mai de la CGT et de la FSU et de Solidaire. Je vous propose maintenant un retour sur la marche pour les sciences qui s'est tenue à Paris et dans le monde entier le 22 avril à l'occasion de la Journée de la Terre. Si aux États-Unis il s'agissait de réaffirmer la valeur de la vérité scientifique face aux élucubrations créationnistes ou climato-sceptiques portées par Donald Trump, à Paris, c'est la question des moyens donnés aux chercheurs qui était posée. Alors quels enjeux pour la France d'avoir des laboratoires de recherche et des scientifiques de haut niveau? D'abord, c'est une très bonne nouvelle qu'à l'échelle de la planète, des scientifiques, des chercheurs se lèvent contre les contre-vérités, contre la négation de réalités dont une bonne partie est prouvée. Et ils ont raison de se lever pour réclamer la liberté dans leur recherche et la liberté de publication, évidemment, contre des sinistres personnages aujourd'hui qui répondent du nom de Trump, de Erdogan, peut-être de Poutine, vraisemblablement, notamment sur la question du réchauffement climatique. Et avoir des chercheurs, des laboratoires, mais pas seulement des laboratoires en France, il faut des laboratoires en France, mais qui soient connectés avec les laboratoires du monde entier. C'est la question du partage du savoir, du partage des résultats de la recherche aujourd'hui qui nous importe, parce que nous vivons dans un monde commun qui est menacé par différents événements, soit naturels, soit des événements atmosphériques, soit des événements climatiques, soit des révolutions en marche qui, si elles n'étaient pas maîtrisées, pourraient nous emmener au pire. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Il faut à la fois de la recherche et il faut de l'éthique, parfois même des contre-pouvoirs éthiques. Et ceci donc est indispensable aujourd'hui, à l'heure où on a besoin de combattre de nouvelles maladies, à l'heure où on a besoin vraisemblablement de faire reculer les pollutions, mais de trouver des systèmes transitoires aujourd'hui dans la transition environnementale, précisément, et ça concerne la santé, ça concerne l'alimentation, ça concerne le bien-être humain, ça concerne nos paysages, ça concerne les plantes, ça concerne la biodiversité, ça concerne les espèces végétales et animales. Nous avons besoin absolument de cela. Et nous avons besoin de toutes ces recherches aujourd'hui, mais partagées, non pas privatisées, non pas appropriées par quelques-uns, notamment dans le numérique, qui pourrait alléger considérablement la peine des femmes et des hommes, mais les résultats, le profit de tout cela ne doit pas être accaparé par quelques-uns, mais doit être partagé par l'immense majorité et aider ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis dans des pays dits en développement de
pouvoir partager également ces révolutions qui sont aujourd'hui à l'œuvre, la révolution écologique, la révolution numérique, la révolution démographique, la révolution en matière de santé et de protection sociale qui est nécessaire. Donc ce combat-là doit absolument être soutenu, mais moi je prends pour un signe de bonne santé que les scientifiques se lèvent de cette manière. On se rend maintenant en Seine-Saint-Denis, sur l'ancien site PSA d'Aulnay-sous-Bois. Plus de 3 ans après la fermeture de l'usine qui produisait la Citroën C3, l'essentiel des terrains vacants, idéalement desservis, sont en friche. La CGT manifestait jeudi devant la mairie de la ville pour exiger que le site retrouve sa vocation industrielle et redevienne pourvoyeur d'emplois. On écoute l'un de ses représentants. On voit bien que sur ces terrains, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un terrain viabilisé, qui plus est, unique en Ile-de-France. Alors qu'allons-nous faire de ces terrains-là? Est-ce qu'on va faire de l'hybridation avec des logements qui pourraient être construits ailleurs, ou des bureaux où déjà il y a pléthore en Seine-Saint-Denis, et même ailleurs? Ou alors on va vraiment avoir un projet, c'est-à-dire des pouvoirs publics, un État stratège qui réfléchit à quelque chose de global et qui donne de l'espoir et des perspectives, des débouchés d'emploi pour les jeunes de nos quartiers où il y a 35-40% de chômage, ce qui n'est plus tenable. Alors Patrick, au-delà du cas d'Aulnay-sous-Bois, est-ce qu'un plan de réindustrialisation vous semblerait pertinent au niveau national ? Oui, il faut un plan de réindustrialisation et d'une industrie nouvelle, une industrie s'inscrivant dans la transition environnementale et allégeant la peine des êtres humains qui y travaillent, utilisant le meilleur de nos technologies aujourd'hui. Et dans le cas du site de Aulnay-sous-Bois, il a été raconté beaucoup de bobards. Il faut aujourd'hui absolument empêcher que ça devienne un lieu de spéculation pour la spéculation immobilière contre justement le développement de l'emploi et du travail, notamment pour les jeunes de Seine-Saint-Denis, dont une grande partie se trouve aujourd'hui à la recherche de l'emploi ou en besoin de formation pour trouver un emploi. Et il y a aujourd'hui une industrie nouvelle qui est en train d'émerger et il faut s'appuyer sur ceci avec des projets innovants. Il y a des projets numériques évidemment, mais il y a des projets en matière de recherche qu'il faudrait aujourd'hui également développer. Pourquoi l'Union européenne n'a pas, elle, c'est Google protégeant avec un autre modèle démocratique, un autre modèle social. Pourquoi on n'est pas plus audacieux, puisque c'était un site dédié à l'automobile, pourquoi n'est-on pas plus audacieux qu'on ne l'est aujourd'hui sur le transport, un transport non polluant, qu'il soit un transport en commun ou qu'il soit un transport par voiture. On peut avoir ceci. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en débat, à faire avec les populations, avec les élus locaux, bien évidemment, avec les industriels et les syndicats. Et il faudrait qu'il y ait ce débat. Et de ce débat-là émergeront des multitudes de projets qui peut-être ne seront pas tous retenus, mais au moins c'est dans ce foisonnement-là qu'on peut trouver une solution qui place la Seine-Saint-Denis toujours vers le cap nouveau, vers un cap d'avenir. On passe maintenant à un sujet dont absolument personne ne parle. Patrick, vous avez interrogé la Commission européenne à propos de la tentative de dissolution du mouvement démocratique Wahad au Bahreïn. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser qui est ce fameux leader de cette organisation, Ebrahim Sharif, qui est en prison depuis 2011, je crois, et comment expliquez-vous le peu d'attention portée par l'Occident au non-respect des droits de l'homme dans cette monarchie pétrolière ? L'Occident, en général, donne des leçons de manière sélective en matière de droits de l'homme. Dans les pays arabes aujourd'hui et dans un certain nombre de monarchies, il n'est fait aucune remarque. Au contraire, on continue à parler avec eux, à commercer avec eux, comme si de rien n'était. Et ceci concerne pas seulement les gouvernements, concerne aussi des associations de défense des droits humains. Et dans les pays arabes, il y a aujourd'hui de la répression, il y a aujourd'hui des gens qui sont menacés, il y a des organisations syndicales, des organisations progressistes qui sont interdites. Et c'est le cas du mouvement démocratique Wahad au Bahreïn, qui, à l'issue des
printemps arabe a réclamé un certain nombre de choses, en gros la justice, plus de justice et plus de démocratie, et c'est parce qu'ils réclament simplement un peu mieux de justice et un peu mieux de démocratie qu'ils sont aujourd'hui mis en difficulté, interdits et emprisonnés. Et donc, d'ailleurs, ce mouvement, ça fait 52 ans qu'il mène une bataille pour plus de liberté dans ce pays. Et donc, l'Union européenne, qui est si prompte à donner des leçons quand on se dirige vers son regard vers certains coins de la planète, je leur demande aussi de regarder ce qui se passe dans ces endroits-là et de ne pas laisser emprisonner et mourir en silence des démocrates dans ces pays. Et concrètement, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Déjà, elle peut faire une remarque, puis une recommandation, puis quelques menaces au Bahreïn, puis décider d'avoir moins d'échanges, moins d'accords d'association. Et évidemment, dès lors qu'on met des barrières à cela, il y a des attitudes qui pourraient changer. Malheureusement, elle n'est pas sur ce cap-là aujourd'hui, parce que tout ça, évidemment, est couvert sous un grand intitulé « Lutte contre Daesh ». Très bien, mais Daesh, les fondamentalismes islamiques, prennent aussi leur source dans la privation de liberté et dans la régression sociale. Donc c'est comme d'ailleurs la montée de l'extrême droite ici. Plus il y aura de misère, moins on donnera la possibilité aux citoyennes et citoyens de participer à la vie démocratique, moins on les écoutera et on prendra en compte leur opinion, et bien on aura là-bas la montée de fondamentalisme le plus obscurantisme et rétrograde qui soit, comme nous l'avons ici. C'est un mouvement mondial et tout ceci est interconnecté. On évoque maintenant une initiative citoyenne. Depuis la rentrée 2015, des étudiants d'universités et de grandes écoles aident des jeunes de leur âge que la guerre a arrachés à leur scolarité à passer leur diplôme en France. Ils ont fondé l'association Infléchir qui propose des cours de français et un accompagnement personnalisé pour aider ces exilés à reprendre leurs études. Nous sommes allés à leur rencontre. Il fallait qu'on fasse quelque chose et que l'université, c'est pas juste un espace où on consomme des cours et puis on produit comme ça des étudiants à la chaîne qu'ensuite on lâche dans le monde du travail. C'est aussi un espace d'émancipation, un espace de solidarité, un espace d'humanisme, là où on peut faire valoir le droit à l'éducation, qui est quand même une de nos valeurs universelles. En fait, on a des valeurs et l'université doit servir à ça. Et je pense qu'on soit reconnu en fait dans nos actions en tant qu'association et qu'on soit aidé par les universités, c'est la preuve finalement qu'il y a quand même des valeurs qui persistent et que c'est important de les défendre. Je m'appelle Aya Aslo, j'ai 21 ans, je suis syrienne, je viens de Damas. Je suis en France depuis 2015, novembre 2015. Je voudrais faire mes études à l'université. Oui, j'ai passé mon examen TCF et je voudrais faire le droit. Et pourquoi le droit alors? En fait, c'est un choix après tout ce que j'ai vécu. Oui, c'est vraiment le droit, c'est très important dans la vie en général pour faire des liens entre les hommes, pour l'humanité, vraiment pour l'humanité. Ouais. Alors donc on imagine que tu seras plutôt avocate que juge. Oui, en fait, je voudrais étudier le droit international. On a énormément d'échanges, par exemple interculturels entre la France et leur pays. Comment ça se passe là-bas? C'est pas toujours évident de l'aborder parce que c'est souvent, la plupart du temps, des pays en guerre, on est d'accord. Mais malgré tout, on a quand même des échanges. Donc c'est très important ça. Mais c'est aussi un apprentissage humain. C'est encore une fois, c'est des personnes qui sont toujours là, qui luttent énormément, qui sont toujours bien, qui arrivent toujours en cours avec une attitude extrêmement positive. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi à ce niveau-là, de leur force. Donc Patrick, on vient d'écouter successivement le fondateur de l'association, une apprenante syrienne et une professeure. Et on le constate, partout où des liens se tissent avec les exilés, la peur de l'autre et la xénophobie reculent. Comment faire alors pour lutter contre les fantasmes liés à l'immigration qui nourrissent le vote d'extrême droite? Exactement comme cela, exactement ce qu'ils font. Ça, c'est le plus beau de la France. C'est le retour, en quelque sorte, des meilleures traditions que porte notre pays. Et puis, vous avez vu la beauté de cette jeunesse.
l'engagement de cette jeunesse. Et donc, moi, je crois que cette initiative-là doit être soutenue par tous les moyens. Notre journal, l'Humanité, devrait d'ailleurs être partenaire de cela. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de passer le savoir pour aider des gens, des jeunes à s'émanciper, à faire leurs études, pour certes se débrouiller dans la vie, mais aussi devenir eux-mêmes des passeurs, c'est-à-dire cette longue chaîne qui va permettre l'émancipation humaine et qui, au bout du bout, nous fera faire monde commun. Et ces jeunes-là montrent la voie, nous devons absolument les soutenir. Et c'est à l'opposé des discours de haine, des discours de xénophobie qu'on entend durant cette campagne électorale de la part de la candidate de l'extrême droite et de la part aussi de certaines fractions de la droite qui ont complètement dérivé vers une droite extrême qui est elle-même très dangereuse. On est très loin de la fermeture des frontières, de la fermeture de ces mouvements de sens commun et de tout le reste. C'est ça qu'il faut encourager et c'est ça qui nous fera faire société ensemble et monde commun. Pour terminer, l'homme de la semaine, c'est Rino de la Negra. Alors que l'on célèbre les 120 ans du Red Star, le célèbre club de football de Saint-Ouen, ce joueur, promis à une belle carrière, incarne les valeurs antifascistes du club. Fils d'une famille d'immigrés italiens poussés à l'exil par le régime de Mussolini, le jeune ailier droit, remarqué pour son talent, compte bien rejoindre l'équipe première lorsqu'il s'échappe du STO en 1942. En parallèle de ses entraînements, Rino de la Negra participait dans la plus grande discrétion aux opérations du groupe Manouchian. Cette double vie se poursuit jusqu'à son arrestation en novembre 1943. Dans sa dernière lettre, avant d'être fusillé avec ses camarades de l'Affiche Rouge au Mont-Valérien le 21 février 1944, il adresse le bonjour et l'adieu à tout le Red Star. Alors une tribune du célèbre Stade Bauer porte le nom de ce jeune héros. Que vous évoque son histoire, Patrick? Ce n'est pas anodin que nous parlions de Rino en ce moment. Je crois que le meilleur que nous puissions faire, tout le temps, mais particulièrement dans les 10 jours qui viennent, c'est de se souvenir de femmes et d'hommes comme celui-là. Rino comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, comme Guy Môquet, comme le docteur Pesquet, une multitude d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie. Et Rino, c'est une synthèse à la fois du sport populaire, de la résistance, de la culture ouvrière et du respect de la culture ouvrière, et la fraternité, parce que pendant très longtemps, le Red Star était précisément un lieu qui dénotait dans le sport en Île-de-France, et c'était un lieu où, en quelque sorte, de par le nom, mais de par l'histoire, cette classe ouvrière, ces gens de peu, ils se retrouvaient au stade dans une ambiance conviviale, dans une ambiance de coopération, parfois conflictuelle évidemment quand on affronte un autre club, mais ça, c'est le sport, la bonne compétition n'est pas interdite, la bonne confrontation n'est pas interdite et fait partie aussi de l'émancipation. Et Rino, c'est tout ça à la fois, et de ce point de vue, lui et tous ceux qui, à son image, ont tant fait pour notre pays, méritent non seulement le respect, mais méritent qu'on pense à eux, qu'on se remémore de leur parcours en permanence, tant dans la résistance que dans leur vie commune, pour parfois rester humble, parfois rester courageux face aux événements quand c'est nécessaire, et parfois engagés comme ils l'ont été. Il faut les remercier pour tout cela. Merci Patrick Le Yarrick. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.